Et bonjour à toutes et à tous, c'est Kikou522 et on se retrouve aujourd'hui pour un point de situation sur l'épidémie de Covid-19 en France. Alors, ça ne vous a pas échappé, je n'ai pas fait de point de situation depuis plusieurs mois, mais je souhaite les reprendre parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et où je suis beaucoup investi. Et donc j'aimerais vous faire partager de mon analyse des chiffres. Alors mon analyse, c'est simplement des chiffres bruts que je vais essayer de contextualiser. On sait que très facilement, on peut se faire avoir avec des chiffres qui sont pris par exemple le dimanche ou à peu de test et comparés à ceux du lundi pour faire croire que ça baisse. Alors je vais essayer de rester assez neutre et de faire en sorte de vous livrer la meilleure analyse possible. Alors, tout d'abord, la situation Covid-19 en France. La situation se dégrade indéniablement. Si on regarde en termes de date de rendu de tests, les cas sont en hausse de 27% par rapport à la semaine dernière en semaine glissante, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne des cas par exemple du mercredi au mardi et on la compare à celle du mercredi au mardi précédent pour éviter les bugs liés au dimanche, au jour où il y a moins de tests et tout. Le taux de positivité, lui, est modéré et stable selon Desmosier, mais en fait, il est de 8%, donc il est en augmentation. Je vais vous montrer sur un autre graphique. La tension hospitalière, elle, est très élevée. 92,5% des lits de réanimation sont occupés uniquement par des patients Covid. Alors évidemment, ils ont été un peu augmentés, ces lits. Mais imaginez-vous, c'est comme si les lits qu'il y avait avant la crise, on les avait quasiment tous remplis avec des malades d'une seule maladie, sans compter les accidents vasculaires, les accidents de la route, les malaises, etc. Au niveau du taux d'incidence, tous les départements dépassent le seuil d'alerte, à part certains départements d'outre-mer, qui avait été fixé cet été. Et pour un grand nombre d'entre eux, ils dépassent les seuils d'alerte renforcés, maximal, pour les départements du nord et de la façade est, et même le seuil qu'on a appelé le seuil de confinement pour toute l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, le Rhône et d'autres départements qui sont environnants à l'Île-de-France. Alors 400, c'est quand même 8 fois le seuil d'alerte, même si on débisse quand même un peu plus. Pour rappel, le taux de positivité cet été était de 1%, il a été monté un peu à 2%. Désormais, il est de 8%. Donc ça veut dire qu'il y a, même en excluant l'augmentation du dépistage, il y a tout de même au moins 5 fois plus de circulation virale que cet été. Et c'est bien plus, parce que s'il y a plus de tests, c'est aussi qu'il y a plus de gens malades qui ont besoin de se faire tester. Donc, en ce qui concerne des données un petit peu plus précises, voilà, ici, vous pouvez voir les courbes moyennes sur 7 jours, donc des cas positifs qui sont à plus de 30 000. Lorsqu'on a décrété le deuxième confinement, on était environ à 60 000 avec un peu moins de tests, certes. On était environ dans une situation 2 fois pire que celle qui est actuellement, mais avec l'augmentation exponentielle, ça peut aller très vite. 14,5% d'augmentation alors qu'on est déjà à un niveau très élevé, on était à environ 20 000 cas, on est désormais à 30 000. C'est extrêmement élevé et ça se répercute déjà sur le système hospitalier. Plus de 27 000 lits occupés en augmentation de 7,5% sur une semaine, c'est inédit. Cette augmentation est inédite depuis le mois de novembre, donc depuis la mise en place du second confinement. Les lits de réanimation, comme je vous l'ai dit, en augmentation de 11,2%, presque 5 000 lits occupés, on risque de les atteindre, je ne prophétise rien, mais on est déjà à un niveau extrêmement élevé et très proche du pic de la seconde vague, encore assez éloigné du premier pic, mais avec une situation qui est déjà très tendue, notamment dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Les décès restent assez stables, ça s'explique notamment par la campagne de vaccination. Plus de la moitié des personnes de plus de 75 ans ont reçu une dose, et cette vaccination s'accélère, donc on peut espérer qu'elle compense, voire même qu'elle renverse cette tendance à la hausse des autres indicateurs. Les variants. Alors il faut savoir qu'au mois de janvier, on était à environ 1 à 2% de variants anglais, ou britanniques c'est-à-dire. On est aujourd'hui à plus des 3 quarts, 77,5%. Donc en moins de 3 mois, on est parti de 1,4% à 77,5%. C'est-à-dire qu'on a multiplié la proportion par plus de 50. La souche classique est à 9%, de même que les variants indéterminés. Les variants brésiliens et sud-africains qui pourraient échapper partiellement à la vaccination semblent rester stables légèrement en dessous de 5%. Vous voyez qu'au niveau des départements, dans la plupart, les cas et les admissions à l'hôpital augmentent. Pour certains, les cas baissent ou les cas augmentent et inversement pour les admissions à l'hôpital. Et pour 5 d'entre eux, dont les Alpes-Maritimes, les deux indicateurs baissent. Mais vous voyez bien que pour 3 de ces 5 départements, c'est vraiment très limite et on est proche de la stabilisation. Enfin, au niveau de l'incidence, comme je vous l'ai dit, tout le territoire est au moins en zone d'alerte. Et le taux d'incidence qui est de 337 aujourd'hui est plus de 6 fois supérieur au seuil d'alerte et supérieur au seuil d'alerte maximal.
avec un R estimé à environ 1,2, un taux de positivité à 8% supérieur à celui qui était au mois de février dans un peu moins de 7%, et voilà des situations disparates selon les départements, avec des grosses augmentations en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Donc qu'est-ce que cette situation traduit? Elle traduit, alors qu'on était déjà sur un plateau très élevé à environ 20 000 cas, une nouvelle augmentation de la circulation du SARS-CoV-2, plus modérée qu'au mois de mars cette augmentation, mais qui, étant donné qu'elle part de plus haut, se répercute directement sur les systèmes de santé, sur les lits occupés, aussi bien en hospitalisation conventionnelle qu'en réanimation. Et donc, il faut respecter d'autant plus les gestes barrières, porter le masque dès qu'on sort de chez soi, ne pas se réunir en famille pour des repas, éviter les lieux de restauration collective clos, respecter strictement les gestes barrières, l'aération, le lavage des mains, le port du masque en continu et limiter ses interactions sociales. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vais terminer par un point positif, la mortalité toutes causes confondues, c'est-à-dire les morts, on les compare toutes causes confondues aux morts qu'il y a eu l'année précédente et on voit que par exemple qu'il y a eu une surmortalité en mars-avril et depuis en fait le mois de septembre, on se rend compte que cette mortalité revient depuis environ 6 mois, elle était supérieure, revient dans les marges de fluctuation habituelles. Et on peut espérer qu'avec la vaccination qui touche les personnes qui décèdent le plus du Covid, ça continue et ça nous permet de surmonter cette vague avec un excès de mortalité, sinon nul, plus faible que ce qui aurait été sans vaccination. Donc vaccinons-nous dès que nous en avons la possibilité. Donc merci d'avoir écouté ce point de situation. N'hésitez pas à le liker, à commenter, à dire ce que je pourrais améliorer. Merci à Guillaume Rosier qui a créé le site Covid Tracker. C'est un site vraiment fantastique, actualisé quotidiennement avec des données fiables qui permettent de contextualiser, de ne pas s'affoler sur des données d'un jour, de ne pas vendre la peur ou vendre la tranquillité et le mensonge. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à Guillaume Rosier. Salut!